بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, suite à la présentation 47.1, les distributions à deux caractères, chapitre 4, dans laquelle j'ai présenté l'analyse de la régression, de l'ajustement linéaire et de la corrélation. Je présente la deuxième partie sur l'ajustement linéaire, la méthode des moindres carrés, et le coefficient de corrélation linéaire. Veuillez consulter les liens dans la boîte de description. Dans une troisième partie, on va traiter un exercice d'application sur Excel des concepts et méthodes étudiés dans ces deux parties. Donc je vous remercie, je remercie ceux et celles qui ont apprécié le contenu de cette chaîne à travers leur abonnement, like et commentaires. Merci. Donc je commence à la barakatillah. Alors, on va traiter le modèle de régression linéaire simple, l'ajustement linéaire, la méthode des moindres carrés, la covariance et l'équation de la droite de régression, le coefficient de corrélation linéaire et un exercice d'application. Dans un premier point, le modèle de régression linéaire simple. Les étapes. Alors, quelles sont les étapes d'une étude de régression? Premièrement, l'information de base au niveau réel. Donc, le choix des deux variables, y, la variable dépendante ou expliquée, et x, la variable indépendante ou explicative. Alors, quelle est la relation entre ces deux variables, x en abscisse et y en ordonnée? On va répondre à cette question. 2. La collecte d'une série d'observations sur les variables choisies, donc des couples x1, y1, x2, y2, etc. 3. La fonction qui lie ces variables, donc f de xi est égal à x indice i plus b, qui est issue des observations de l'échantillon étudié, à travers laquelle on cherche à estimer les valeurs de la variable y. Deuxièmement, la spécification du modèle. Donc, théoriquement, il y a une fonction qui est liée bien sûr à cette méthode, la fonction théorique de la relation entre y et x, qui est égale y égale alpha plus bêta x plus epsilon. Alors, epsilon, c'est la différence entre les deux. Alpha et bêta sont des coefficients théoriques de régression à estimer à l'aide de l'échantillon dont nous avons parlé, par A et B. Et epsilon, c'est l'erreur théorique aléatoire parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent Y. C'est le résidu résultant de l'ajustement. On va le voir immédiatement. Il peut être soit positif, selon le cas, positif bien sûr si Y est supérieur à alpha plus bêta x, négatif dans le cas contraire si alpha plus bêta x est supérieur à Y, ou nul si Y est égal à alpha plus bêta x. 3. L'ajustement linéaire. Exemple d'ajustement d'un nuage de points, comme vous le voyez ici. Alors, l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés consiste à ajuster un nuage de points. Les points que vous voyez ici, on les appelle nuages de points, par une droite d'ajustement, la droite que vous voyez. Donc, on va ajuster ce nuage par une droite. De façon que la somme des carrés des écarts EI, c'est ce symbole E qui provient d'écart, donc E indice I, comme vous le voyez ici, qui est la différence entre ce point du nuage de points et ce point de la droite. Donc YI ici et axe I plus B ici. Et on va voir ces écarts, donc par rapport à chaque point du nuage de points, par exemple ce point jusqu'à la droite, ce point jusqu'à la droite, aussi pour les cas en dessous de la droite, donc on va faire ces écarts. Donc de manière à ce que la somme des carrés des écarts E indice I
Tous ces écarts, on va faire leur somme, on va les élever au carré de chaque point à cette droite, soit minimal. Donc, ils seront minimisés de manière à rapprocher le nuage de point à la droite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de minime. Parfois, on parle de distance ou résidu. Donc, distance DI, dans certains livres, vous allez trouver DI au lieu de EI. D pour distance et E pour écart. Alors, mathématiquement, on formule ces éléments que je viens d'expliquer. La méthode des moindres carrés vise donc à déterminer la droite de régression qui minimise S. Alors S, on a dit, c'est minimise donc la somme des carrés des écarts EI qui sont ici, soit minimum. Chaque EI, on va faire leur somme. Donc, comme vous voyez ici, EI, premier écart, deuxième écart, troisième écart, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. On va faire la somme de ces écarts élevés au carré pour ne pas avoir zéro. Si on ne va pas élever au carré, on dit qu'il y a une compensation. Donc, les différences vont s'annuler. Donc, la technique est d'élever ces écarts au carré. Voilà, somme des I au carré. Donc, la méthode des moindres carrés vise, je répète, à déterminer la droite de régression qui minimise cette somme. D'accord? Et cette somme, on a vu qu'elle est égale à YI moins AXI plus B. YI moins AXI plus B, comme vous voyez ici. On fait la somme, on élève au carré et on fait la somme. C'est bon? Donc, à partir de cette formulation, j'espère qu'elle est simple à assimiler. Donc, il y a la différence entre chaque YI et AXI plus B, que vous voyez ici, les différences ou bien les écarts. On les élève au carré, puis on fait la somme. Donc, il faut minimiser. Donc, la méthode des moindres carrés consiste à minimiser cette somme, S. Donc, on va la minimiser. Alors, comment? Sous une contrainte f de xi, que vous voyez que nous avons ici, égale à multiplié par x indice i plus b. Donc, c'est le modèle de minimisation. Alors, la solution de ce système consiste à calculer les valeurs des coefficients a et b, qui sont des estimations ponctuelles des paramètres de la droite de régression selon la méthode des moindres carrés. On va parler un peu de la signification de ces paramètres de la droite de régression. Donc, on illustre cette méthode, comme vous le voyez ici, par un exemple que nous allons traiter dans l'exercice d'application, le nombre d'articles vendus en fonction des dépenses en publicité. Alors, chaque fois, à mesure que les dépenses en publicité augmentent, le nombre d'articles vendus, dans ce cas, augmente, comme vous le voyez ici. Y égale à x et plus b. C'est la droite ajustée YF de x. Donc, nous allons voir comment par la suite. Alors, la signification des paramètres de la droite de régression, A est le taux de variation de Y en fonction de x, que vous voyez ici. C'est le coefficient de régression de Y par rapport à x qui indique de combien varie en moyenne la valeur de Y lorsque celle de x augmente d'une unité. Chaque fois qu'on augmente x, Y va augmenter et on s'intéresse à mesurer ces variations. D'un point de vue géométrique, la valeur de A correspond à la pente de la droite de régression par rapport au x que vous avez ici. Quant à B, le paramètre B correspond à la valeur théorique de Y lorsque la valeur de X est nulle. Si nous avons X égale à 0 ici, on aura Y égale B. Donc Y, qui est en ordonnée, est égal à B, et dans ce cas, la valeur de B correspond à la coordonnée verticale de l'intersection entre la droite de régression que vous avez ici et l'axe OY. On peut voir un cas que nous allons étudier par la suite lorsque nous allons étudier les séries chronologiques où la variable explicative est le temps. Donc, on va expliquer par exemple la variation de grandeur, de variables ou de phénomènes qui sont influencés par le temps ou pas.
Donc t, c'est la variable explicative, temps, et y en fonction de t est la variable expliquée. Donc, pour que cette somme soit minimum, elle doit satisfaire deux conditions. Comme vous le connaissez déjà en mathématiques, donc le principe de minimisation, il y a deux conditions. La première condition de premier ordre, les dérivées premières doivent être nulles. La dérivée de s par rapport à a, d de s par rapport à a égale à 0, et d de s, qui est cette somme, par rapport à b est égal à 0. Et la condition de second ordre, les dérivées secondes, S1 seconde et S2 seconde doivent être positives pour prouver que c'est un minimum. Voyons ce que ça donne. Ainsi, on démontre que A est égal à cette quantité. Finalement, on va remplacer donc la première formule et B est égal à y bar moins a multiplié par x bar. Vous développez, donc on obtient à partir du développement des dérivées première et dérivée seconde, de cette quantité S qui est égale à la somme de y moins x plus b, le tout au carré, et par la suite on obtient ces résultats. Donc si vous voulez, lorsque nous allons faire l'application, bien sûr, on va reprendre tous ces éléments, et si vous avez des questions ou des commentaires à ce niveau, vous pouvez toujours les poster en attendant la troisième partie, dans laquelle je vais présenter, comme j'ai dit, l'exercice d'application. Donc, on démontre que A et B sont de la sorte, donc B est égal à y bar moins x bar, puis en remplaçant B en remplaçant B par sa valeur dans 1, ici nous avons B égale y bar moins A multiplié par x bar, donc y bar est égal à A multiplié par x bar plus B, on va remplacer B ici par sa valeur, qui est égale à A plus multiplié à x bar plus B. Et on remplace tout ça, finalement, on va avoir A est égal à cette quantité. Or, cette quantité est égale à covariance, donc c'est pour la première fois que j'annonce la covariance de xy sur la variance de x. On sait ce que c'est. Nous connaissons déjà comment on calcule la variance. Alors, c'est la covariance de xy divisée par la variance de x, et voilà la formule des deux. La covariance au numérateur et la variance au dénominateur. Les propriétés de la covariance. Donc, nous avons covariance de xy est égale, quand elle est positive, x et y varient dans le même sens. Quand la covariance est négative, x et y varient en sens contraire. Quand la covariance x, y est égale à covariance de yx. Et covariance de x est égale à variance de x. Ce sont les propriétés. La covariance permet de quantifier la relation entre x et y. Cependant, elle a une dimension. Donc, elle est exprimée dans l'unité de la variable étudiée, comme on a vu pour la variance. Pour la variance et l'écart type, on a dit qu'elles sont exprimées dans l'unité de la variable. C'est pour ça qu'on préfère le coefficient de variation. De même, ici, la covariance est exprimée dans l'unité de la variable. C'est pour ça qu'on préfère le coefficient de corrélation. C'est ce que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que le coefficient de corrélation? Pour ce qui est des conditions de second ordre, c'est facile à vérifier. On fait la dérivée seconde et on trouve finalement, à travers les calculs, que S seconde par rapport à A donne 2 somme de x au carré, qui est une quantité positive, et S seconde 2 est égal à 2n, qui est également une quantité positive. Bon, nous avons vu le cas de la régression de y en x. Y égale à x plus b. On peut prévoir ou on peut étudier le cas inverse. On voudrait estimer les valeurs de la variable x par la fonction grand X est une fonction de y. Donc c'est l'inverse de ce que nous avons vu. Les couples de valeurs observées x, y qui représentent x en fonction de y. Et nous avons a' au lieu de a et b' au lieu de b. Dans ce cas, la méthode d'ajustement par les moindres carrés donne somme de e' i au carré,
Et finalement, on a covariance xy sur variance de x. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pour A, on a vu que A est égal covariance xy sur variance de x au dénominateur A. Pour A', nous avons covariance xy sur variance de y. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux. Pour A, c'est covariance sur variance de x. Pour A', c'est covariance sur variance de y. Et B', similairement, donc on avait B égale, donc B' est égal x bar moins A' y bar. Et la droite d'ajustement passe par les deux points moyens x bar et y bar, dans les deux cas. Il y a des transformations qui permettent d'étendre l'usage de l'ajustement linéaire lorsque nous avons des cas qui ne sont pas linéaires. Par exemple, lorsqu'on a une fonction exponentielle, comme celle-ci, comme vous le voyez dans le nuage de points sur les courbes. Pour linéariser, on passe par le logarithme. Donc on fait le logarithme de y égale log b plus x log de a. Et nous avons une droite, dans ce cas, une forme linéaire. D'accord? De cette sorte. De même, à une fonction puissance, y égale b multiplié par x à la puissance a, on passe par le logarithme. Donc log de y égale log b plus a log de x. Et on a, par transformation, nous avons y égale à x plus b. Et on applique la même méthode que nous avons vue de la méthode des moindres carrés ordinaires. Alors, qu'est-ce que le coefficient de corrélation que j'ai annoncé tout à l'heure? Le coefficient de corrélation permet de mesurer l'intensité de la relation linéaire entre deux variables x et y, liées par une relation linéaire. C'est un indicateur sans dimension qui est défini par, donc voilà la formule de R, il est le symbole du coefficient de corrélation, c'est R. Donc on a covariance, mais ce que nous avons au numérateur pour pouvoir se mémoriser, nous avons l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Alors, A, nous avions A qui était égal à la covariance de xy sur la variance de x. A' est égal à covariance de xy sur variance de y. Et le R, qui est le coefficient de corrélation, est égal à covariance xy sur l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Donc l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Il y a des propriétés aussi pour le coefficient de corrélation. Il est compris entre moins 1 et 1, donc il peut être négatif. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la covariance peut être négative aussi. Donc si c'est négatif, ça veut dire que les deux variables varient en sens contraire. Si c'est positif, les deux variables varient dans le même sens. Donc si R est positif, Y et X varient dans le même sens. Si R est négatif, X et Y varient en sens contraire. Maintenant, il y a différents cas. Si la valeur absolue du coefficient de corrélation est égale à 1, il existe une relation fonctionnelle linéaire entre les deux variables, une très forte corrélation. Si R égale à 0, les deux variables sont indépendantes. Il n'y a pas de relation de causalité entre les deux variables. Si la valeur absolue de R est comprise entre 0 et 1, la corrélation ou dépendance est plus forte quand la valeur absolue de R est proche de 1. À mesure qu'elle est proche de 1, on dit que la relation est très forte. Sinon, quand ça s'approche de 0, il n'y a pas une relation forte. Et nous avons un chiffre qui est connu dans les estimations, les prévisions, etc., les relations entre les variables. Quand la valeur absolue de R est supérieure ou égale à 0,87, dans ce cas, R au carré, nous allons voir dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, le coefficient de détermination R au carré supérieur à 0,76. Dans ce cas, on peut dire qu'il existe une corrélation significative entre les deux variables et que le modèle que nous étudions est un modèle valable que nous pouvons utiliser pour les prévisions.
Finalement, nous avons différents cas. Donc, on a dit que R, le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Il y a différents cas. Alors, ces différents cas, nous avons ici la relation entre les coefficients de corrélation et le nuage de points, x, y, i. Le cas de la liaison linéaire positive, donc nous avons ici une très forte corrélation linéaire, ici une corrélation qui n'est pas très significative, ici une corrélation très significative. Liaison linéaire négative, donc moins 1, une très forte corrélation, mais négative. Ici, non, pas significative, ici, pas significative également. Aucune liaison linéaire. Dans ce cas, il n'y a aucune liaison linéaire.